Parfois, en science, une seule découverte peut en entraîner une autre, puis une autre, un peu comme une réaction en chaîne. C'est exactement ça l'histoire de Louis Pasteur. Son travail, ce n'est pas juste une série de coups de génie isolés, non, c'est un véritable effet domino qui a complètement changé notre monde. Allez, on plonge dedans. Tout part de questions très concrètes du 19e siècle. Ces problèmes de tous les jours, qui touchaient aussi bien les industries que les foyers, cachaient en fait un immense mystère scientifique. Et c'est ce mystère que Pasteur va devoir résoudre. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, la plupart des scientifiques croyaient dur comme fer à cette idée, la génération spontanée. On pensait que la vie pouvait apparaître comme ça, à partir de rien, de la matière en décomposition. C'était un dogme, et c'est le principal obstacle que Pasteur allait devoir faire tomber. Et tout commence ici. C'est important de comprendre que Pasteur, au départ, il n'est pas médecin, il est chimiste. Sa première grande bataille scientifique, il ne va pas la mener dans un hôpital, mais dans les caves à vin et les brasseries. En fait, c'est carrément Napoléon III qui fait appel à lui. Le problème, les vins français s'exportent mal. Ils tournent souvent au vinaigre. C'est donc un enjeu économique majeur avant même d'être un problème scientifique. Et là, au microscope, Pasteur met le doigt sur les coupables. Ce qu'on voit ici est fascinant. Il découvre des micro-organismes, des ferments. Et surtout, il montre que pour chaque type de fermentation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a un microbe bien spécifique qui en est responsable. Et voilà sa conclusion, qui est absolument cruciale. La fermentation, ce n'est pas une simple décomposition chimique, un processus de mort. Non, c'est un processus de vie, causé par des êtres vivants, invisibles à l'œil nu. Cette seule idée va tout changer. Et maintenant, voyons comment tout s'enchaîne. Ce premier domino, la découverte sur la fermentation, va directement s'attaquer au vieux dogme de la génération spontanée. La confrontation est inévitable. Pour prouver sa théorie, Pasteur imagine une expérience d'une élégance et d'une simplicité incroyables. D'abord, il fait bouillir un bouillon pour tuer tous les microbes. Il le stérilise. Ensuite, son fameux ballon à colle de cygne laisse l'air passer, mais sa forme en S piège toutes les poussières et les germes. Résultat, le bouillon reste parfaitement clair indéfiniment. Par contre, dès qu'on casse le col pour l'exposer à l'air libre, ou même si on penche juste le ballon pour que le liquide touche la poussière, eh bien en quelques heures à peine, le bouillon se trouble. C'est la preuve irréfutable. Et voilà l'appareil en question. C'est une illustration parfaite de sa logique implacable. Tant que le col protège le liquide, rien ne se passe. Mais si on le casse ou qu'on l'incline, les micro-organismes entrent en action et la vie se développe. Et là, la messe est dite. La théorie de la génération spontanée, une idée qui a duré des siècles et des siècles, est définitivement enterrée. La vie vient de la vie. Ce principe, c'est tout simplement le fondement de la biologie moderne. Et voilà le domino suivant qui bascule. Le raisonnement est logique. Si des microbes sont partout et qu'ils peuvent transformer la matière, alors, est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi causer des maladies ? C'est la naissance de la théorie des germes, et ça mène tout droit à son application la plus spectaculaire, la vaccination. À partir de là, les applications pratiques fusent de partout. La pasteurisation, ce fameux procédé de chauffage, sauve l'industrie du vin et du lait. Ces recherches inspirent le chirurgien Joseph Lister à développer l'asepsie dans les blocs opératoires. Et surtout, Pasteur développe cette idée de génie, utiliser des germes volontairement affaiblis pour nous immuniser. Regardez la vitesse à laquelle les découvertes s'enchaînent. C'est incroyable. En moins de 10 ans, il applique sa méthode à une série de maladies qui ravagent les élevages, du choléra des poules au charbon du mouton. Et chaque succès le rapproche un peu plus de son but ultime, vaincre une maladie humaine. 14. C'est le nombre de morsures. Le nombre de morsures d'un chien enragé sur le corps d'un petit garçon de 9 ans, Joseph Meister. À cette époque, un diagnostic de rage, c'était une condamnation à mort. Une mort certaine et absolument atroce. On est le 6 juillet 1885. Le moment est historique et la tension est à son comble. Pasteur n'est pas médecin. Il n'a absolument pas le droit de traiter un être humain. Il prend un risque personnel, éthique et légal qui est immense. Mais la vie de l'enfant est en jeu. Alors il y va. Et c'est un succès total. Le petit Joseph Meister est sauvé. La nouvelle fait le tour du monde en quelques jours. La renommée de Pasteur devient planétaire et ça permet, grâce à une immense souscription internationale, de fonder l'Institut Pasteur dès 1888 pour continuer ce combat contre les maladies. Mais attention, pour bien comprendre, il faut aussi dépasser un peu le mythe de l'homme seul. Le progrès scientifique, c'est rarement l'œuvre d'une seule personne. Pasteur était un géant, c'est certain, mais il n'était pas seul. Il faut absolument parler de son grand rival, le médecin allemand Robert Koch. C'est Koch qui a identifié le bacille de la tuberculose, par exemple.
Leur compétition était féroce, parfois à la limite de l'animosité. Mais au final, elle a énormément fait avancer la science. Elle a stimulé les deux camps et accéléré les découvertes dans cette toute nouvelle science, la bactériologie. Et puis, il faut être précis. Pasteur n'a pas inventé la vaccination à partir de rien. Presque 100 ans avant lui, l'anglais Edward Jenner avait déjà trouvé un moyen de protéger contre la variole. La grande force de Pasteur, ça a été de comprendre le principe scientifique derrière tout ça, l'atténuation d'un germe, et d'en faire une méthode universelle applicable à plein d'autres maladies. Alors, au final, que reste-t-il de tout ça aujourd'hui? Quel est vraiment l'impact de cette incroyable cascade de découvertes? Eh bien, l'héritage de Pasteur, en fait, il est partout dans notre quotidien. Quand on pense aux instruments stériles dans un hôpital, à la sécurité du lait qu'on boit, à notre façon de nous laver les mains, tout ça, absolument tout, découle directement de ses travaux et de sa victoire contre la génération spontanée. Et pour finir, peut-être que son héritage le plus important, c'est ce conseil. Pasteur nous a rappelé que la science, ce n'est pas juste une collection de faits, mais c'est une méthode, une façon de penser. C'est cet esprit critique qui ose remettre en question les certitudes. Et comme il le disait si bien, sans cet esprit critique, tout le reste est périssable, rien ne dure.